Être l'aîné, c'est souvent porter des attentes avant même de savoir marcher. Être l'exemple, le pilier, celui qui ne flanche pas. Mais derrière cette place valorisée, il y a parfois une solitude, une pression silencieuse. Aujourd'hui, on donne la parole à ce vécu qu'on entend peu. Avec nous, un psychologue pour comprendre ce que représente vraiment ce rôle dans la construction d'un enfant ou d'un adulte. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'être des nôtres pour ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Zumbise Dakio. Il est psychologue clinicien et psychologue des apprentissages de l'éducation. Merci d'être avec nous ce soir, Monsieur Dakio. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Monsieur Dakio, quand on parle d'aîné, on pense souvent à quelqu'un de fort, de responsable, mais que représente vraiment ce rôle d'un point de vue psychologique? D'accord. L'aîné, déjà, il faut savoir que c'est un rôle, une position très idéalisée dans la conception des uns et des autres. Mais d'un point de vue psychologique, l'aîné est synonyme de modèle. Il doit être un modèle pour la société, pour les parents, qui doivent avoir en lui les valeurs qu'ils ont réussi à inculquer à leurs enfants, mais également pour sa fratrie. Celui-là qui est modèle, qui guide de par ses actions, de par son comportement, doit pouvoir être l'exemple que les frères et sœurs vont emboîter. Aussi, l'aîné, c'est celui-là qui joue le rôle de relais parental. Dès la naissance, son plus jeune âge, il a été forgé dans cette logique de pouvoir emmagasiner un grand nombre d'aspects liés à l'éducation et aux valeurs que les parents veulent faire transmettre à leurs enfants. Et à lui, à son tour, de pouvoir faire passer cette éducation à sa fratrie lorsque ses parents sont absents, mais également parfois en leur présence, parce que tout ce qui se passe ne se fait pas nécessairement au vu ou au su des parents. Donc, l'aîné joue également ce rôle de relais parental. Il se retrouve parfois à être un médiateur familial, celui-là vers lequel les uns et les autres tendront à aller, que ce soit les parents pour interagir avec les autres enfants et que ce soit les autres enfants parfois pour interagir avec les parents. Aussi, il doit réussir à garder l'harmonie de la famille, unir les uns et les autres, éviter que la famille ne se disloque et prévenir, au pire des cas, résoudre les conflits qui peuvent survenir au sein de la famille. Mais également, il faut noter que la construction identitaire de l'aîné se fait suivant des concepts et des directives bien précises. Déjà, l'exemplarité. L'aîné construit son identité sur la base de l'exemplarité. Celui-là qui doit être exemplaire, qui doit montrer le bon chemin, qui doit montrer l'acte à faire, celui-là qui doit toujours guider, qui doit protéger. Également, le sens du devoir. Ils apprennent très tôt à se sacrifier pour les autres, parfois au détriment d'eux-mêmes, et cela peut parfois être préjudiciable pour eux-mêmes. C'est dire que l'aîné, il traverse beaucoup de choses durant son développement et sa construction identitaire. Mais au-delà de ce que nous venons de voir, il y a également qu'il y a des dérives qui peuvent arriver en termes d'anxiété, en termes de dépression, mais également en termes d'auto-exigence. Ils sont très exigeants ces derniers par rapport aux activités et par rapport à la vie courante. Au regard de ce que vous avez dit, on se rend compte qu'on attend beaucoup des aînés. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Pourquoi même les parents attendent tant de leur premier enfant? L'attente des parents vis-à-vis de l'aîné, ce n'est pas seulement une attente ou bien une exigence consciente. Elle se retrouve parfois à être inconsciente dans la mesure où les parents eux-mêmes apprennent à être parents avec leur premier enfant. Ils étaient jeunes adultes. Avec l'avènement de leur premier enfant, ils se retrouvent à être jeunes parents. Ils seront évalués sur la base de la qualité de l'éducation qu'ils auront pu faire transmettre à leur enfant, que ce soit en termes de comportement qu'ils vont lui inculquer, en termes de moralité. Donc, tous ces aspects jouent.
Donc le parent ne veut pas être celui-là qui, vis-à-vis de la société, aura raté l'éducation de ses enfants. Donc, dès le bas âge, on lui donne un maximum d'informations avec une certaine rigueur. Mais également, le second aspect, c'est que l'aîné, c'est celui-là qui va traverser quasiment toutes les étapes avant les autres enfants. Le premier à marcher, le premier à aller à l'école, très probablement le premier à travailler dans la famille. Donc, il faut que les parents puissent lui transmettre un ensemble de valeurs pour que ce dernier puisse construire un cadre qui sera bienveillant, sécurisant pour accueillir les autres enfants et également leur permettre de mieux se développer sans nécessairement que les parents puissent à chaque fois intervenir. En quelque sorte, une pression Oui, que les aînés font face, quoi. une pression pas nécessairement dans le mauvais sens, selon les parents, puisqu'ils recherchent le bien de l'enfant, mais dans cette recherche du bien, il arrive qu'ils fassent une certaine exagération qui peut conduire à des dérives. Est-ce que c'est à partir de l'enfance que cela se fait ressentir? Oui, exactement. Cela commence dès l'enfance, le plus souvent avec la venue d'un second enfant. Il est très courant dans nos sociétés de voir, avec la venue d'un autre enfant, demander à l'aîné, on lui dit clairement, tu es grand maintenant. Tu es grand, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de faire des caprices, tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela. Donc, on lui inclut déjà cette responsabilité. Il doit être responsable vis-à-vis de l'enfant, mais également vis-à-vis de lui-même. Aussi, il perd en termes d'expression émotionnelle. Ses émotions se retrouvent souvent refoulées. Il pleure, il ne se sent pas, il est mal à l'aise, il veut s'exprimer, on lui dit non. Tu n'as pas à t'exprimer, tu es aîné, tu dois supporter. Effectivement. Donc, dès le bas âge, l'enfant, l'aîné, il a ce genre de difficultés. Aussi, la venue du frère ou de la sœur peut générer en lui un certain stress. Il était seul avec les parents, à profiter de leur amour, de l'environnement, avoir des jouets, un environnement rien que pour lui. Et subitement, apparaît notre enfant, vers qui les parents se tournent, lui demandant à lui d'être mature d'un coup, de comprendre qu'on ne puisse pas lui donner tout ce qu'il veut, mais que l'autre est un enfant à qui on doit vraiment procurer des soins adaptés. Souvent aussi, on peut lui demander de prendre soin de son petit frère, de sa petite sœur, d'être en quelque sorte comme un second parent. Exactement, un second parent, parce que dès sa venue, les parents ont mis le paquet pour pouvoir lui donner un certain nombre d'attributs, de compétences pour pouvoir les relayer. Les parents, en fait, l'éduquent dans la mesure qu'il puisse être un relais. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, les parents lui confient des responsabilités de s'occuper d'un tel, de ses frères et sœurs, surtout quand ils ne sont pas là. C'est en quelque sorte un demi-parent. L'enfant sera parent deux fois alors, dans le foyer de ses parents et dans lui-même son foyer. Oui, il aura une approche prématurée, un contact prématuré avec le rôle du parent qui peut même tendre à effacer lui-même son développement que ce soit psychologique, identitaire et émotionnel. Donc, très tôt, il apprend à être parent. Mais quelles sont les conséquences lorsque un enfant grandit avec trop de responsabilités comme ça? Les conséquences peuvent être multiples. Déjà, en termes de troubles anxieux, de troubles dépressifs, les dernières recherches ont montré qu'il y avait une plus grande prévalence de ces troubles dans la population des aînés, qui étaient beaucoup plus touchés, mais également l'auto-exigence. Ils sont très exigeants, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils sont très exigeants, voulant que tout se fasse toujours dans les normes et de façon exacte, suivant son apprentissage, l'éducation qu'on lui a inculquée. Ils sont également ceux-là qui s'oublient. Ils s'oublient au profit des autres. Ils préfèrent se sacrifier parce qu'on lui a inculqué dès le bas âge qu'il est un protecteur,
qu'il est un éducateur et avec le temps, cela peut toujours perdurer. D'accord, mais quel est le rôle des parents dans ce cas-là? Est-ce qu'ils ne font pas inconsciemment porter trop de responsabilités à l'enfant? Est-ce qu'ils ne sont pas la cause de toutes ces conséquences-là? La cause, on peut le dire ainsi, mais eux-mêmes ne sont pas nécessairement conscients de l'impact que cette rigueur peut avoir sur leur aîné. Il faut reconnaître qu'il l'éduque pour son bien, mais il l'éduque également en fonction du regard de la société. Donc, s'il y a à rechercher des coupables, ce n'est pas seulement les parents, mais également la société entière. Notre société ici, africaine, très souvent enlève le droit à l'aîné d'exprimer certaines choses. On enlève le droit à l'aîné de se plaindre. On enlève le droit à l'aîné de se privilégier lui-même. Donc, de faire des erreurs même. De faire des erreurs. On lui enlève le droit de faire des erreurs parce qu'il doit être l'aîné par l'exemplarité. Il doit donner l'exemple. Il n'a pas le droit de fauter lui. Donc, il a tous ces aspects qui jouent. Mais également, en termes de conséquences, vous allez voir qu'ils auront, pour certains, la construction d'un faux self, un faux moi, une identité de complaisance en fait. Puisqu'il y a des attentes en lien avec lui, les parents veulent qu'il soit celui-là qui est protecteur. Très souvent, certains font un faux self, une identité de complaisance, tout simplement pour répondre aux exigences des parents et ne pas passer à une construction de leur vraie identité. Donc, vous les retrouverez dans la nature sans identité propre. Maintenant, ça, cette conséquence. Donc, ils sont devenus ce que les parents veulent qu'ils soient et non ce qu'ils veulent, ils devraient être. Exactement. Ils sont devenus ce que les parents attendent, ce que les parents et la société attendent d'eux. Parce que dès la naissance des vrais cadets, l'attention qui se porte plus sur ces derniers l'amenant, lui, à devoir remettre en question ses ressentis, ses besoins pour se réapproprier l'amour de ces derniers. Parce qu'avec la naissance d'un autre enfant, ils sont beaucoup plus attachés à cet enfant, lui fournir les premiers soins. Et lui, l'aîné, il se retrouve dans une posture où il doit pouvoir répartir vers les parents avec des actions qui pourront vraiment rendre heureux ces derniers pour que ces derniers puissent lui fournir l'amour et l'attention dont il a besoin. Donc, il se met en retrait, il fait tout ce que la société attend de lui, il s'oublie. Donc, tout ce processus, en fait, c'est depuis le bas âge que ça commence. D'accord. Mais est-ce que dans votre pratique, vous voyez des jeunes ou des adultes qui souffrent encore de ce qu'ils ont vécu en tant qu'aînés? Et comment ces souffrances ou cette pression-là se manifestent concrètement? Oui, il n'est pas rare en termes de pratique de rencontrer ces cas. Leur manifestation est tout à fait atypique. Ce sont des gens parfois qui s'oublient eux-mêmes, ça veut dire les autres avant lui, et très souvent, lui trouve qu'il n'a pas de la valeur. Et il n'aura de la valeur que s'il rend service aux autres. Ils ont, pour certains, une incapacité à refuser. Qu'il soit épuisé ou pas, tant qu'on lui demandera un service, il sera toujours là pour faire le service. Donc, parce qu'ils n'ont pas su mettre les barrières, n'ont pas su mettre des limites, parce que dès le bas âge, ils étaient dans la recherche de l'affectivité en s'oubliant d'eux-mêmes. Donc, il y a cet aspect qui manque, mais également, il y a l'auto-exigence. Lorsque, très souvent, on reçoit un patient qui est très exigeant par rapport à lui-même, lorsque nous faisons des investigations, parfois, on se retrouve que c'est un aîné de famille. L'anxiété. L'anxiété est vraiment caractéristique des aînés, très anxieux. La culpabilité. La moindre chose qui se passe
la moindre déconvenue, ils vont s'attribuer la responsabilité de cette déconvenue et ils vont développer une très grande culpabilité par rapport aux autres enfants. Il y a également un perfectionnisme à leur niveau. Ils veulent toujours que les choses soient très bien faites. Vu que dès le bas âge, on les a confiés la garde des frères et sœurs, parce que les parents ne sont pas là, ils veillent toujours à ce que les choses soient faites comme il se doit. Maintenant, lorsque cela n'arrive pas à se faire également, euh, ils retombent toujours dans la culpabilité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais également, vous verrez que certains encore se retrouvent avec des difficultés à affirmer leur identité. Couramment, c'est un béni oui-oui. Tout ce qu'on dira, tout ce qu'on fera, lui, il est partant. Et est-ce que ça peut pas influencer le choix de vie, de métier? Oui. Par exemple, être un aîné, peut-être tu auras envie de faire une filière. Tes parents vont dire que bon, comme tu es l'aîné, il faut faire ça. Est-ce que ça ne peut pas influencer? Je prends par exemple le cas de la médecine. Oui. Médecine, c'est, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Oui. Et peut-être, comme tu es l'aîné, on va dire, bon, 7 ans, 8 ans, c'est trop. Pendant ce temps, qui va s'occuper de tes frères? Voilà, peut-être, bon, je me dis, peut-être ça peut influencer le choix du métier, de la filière, choix de vie. Oui, oui. Logiquement, ça influence parce que déjà, l'aîné, c'est celui-là qui est le plus à l'écoute, qui écoute et qui veut toujours bien faire aux yeux des parents. Donc, plus susceptible d'être influencé et de se retrouver à accomplir un projet parental. Parce que certains parents projettent sur leurs enfants leur propre désir. Le parent désirait faire la médecine, il n'a pas pu le faire. Il projette sur son aîné ce devoir d'accomplir lui son projet qu'il n'a pas pu accomplir. Donc, ça peut arriver effectivement qu'il soit influencé au point de faire une filière qui n'est pas vraiment sienne. Mais ce n'est pas seulement au niveau des filières, même déjà au niveau de l'orientation scolaire, certains parents pourront eux-mêmes décider à la place de l'enfant. Voilà. Mais en termes de pratique professionnelle, les aînés, vous les retrouverez plus souvent dans les métiers de service, de soins, mais également de protection. Parce qu'ils ont grandi dans cette logique. Être au service des autres, prodiguer des soins, la protection, mais également l'encadrement. L'encadrement, il n'est pas rare de voir certains même stopper les études très tôt, chercher un métier, peut-être de l'enseignement ou bien tout autre. Pour prendre soin de la famille. Pour pouvoir être là et répondre présent lorsqu'il y aura des besoins au niveau de la famille. D'accord, mais au regard de tout ceci, qu'est-ce que vous diriez à un parent qui donne trop de responsabilités à leur premier enfant? Ce qu'on peut dire à un parent, c'est quoi? C'est toujours un enfant. C'est un enfant, il a le droit d'être enfant et de suivre son processus maturationnel normal. Jouer avec les autres enfants, exprimer ses émotions, pleurer, revendiquer. Il faut lui donner le droit d'être réellement enfant. Il ne faut pas le précipiter dans les difficultés liées au rôle de parent et de responsable. Et souvent aussi, peut-être, il y a des parents qui, comment dire, comme à travers leur aîné, ils essaient de se libérer, de se confier, ils se confient à leur aîné sur leurs problèmes et tout. Je me dis que ça peut être une charge de plus. Oui, une charge de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est un relais parental. Les parents, lorsque l'aîné atteint un certain âge, où on voit qu'il est assez adulte, les parents peuvent venir aisément vers lui pour se confier au lieu de prendre le risque d'aller dehors pour après retrouver ses propos à tourner dans toute la vie. Mais c'est trop de pression. Oui, c'est une pression. En plus de ce qu'il vit déjà. C'est une pression, mais également c'est un idéal. Certains cadets, certains benjamins se plaindront qu'on ne leur confie jamais rien, qu'on ne leur dise jamais rien, mais l'aîné de par sa position
c'est celui-là qui arrive à toucher du doigt, en fait, les réalités même de la famille dès le plus jeune âge. Ça peut être négatif ou positif, tout dépend de la conception et des ressources psychologiques de l'aîné en question. D'accord. Mais qu'est-ce que l'aîné peut faire lorsqu'il sent qu'il porte trop de choses, mais il n'ose pas en parler? Lorsque la pression devient excessive, il y a des mécanismes pour vraiment se libérer. Au risque de tomber dans une pathologie chronique, il faut impérativement parler, que ce soit à soi-même, ou bien se retrouver à écrire. L'écriture, c'est une libération par la réaction. Lorsque vous parlez, en écrivant, ça vous soulage. Également, la consultation d'un thérapeute, ça peut être un dernier recours lorsque lui-même n'arrive pas à faire cette remise en question et ce retour sur soi. Mais également, il peut également méditer, se soulager et décider de prendre les dispositions qu'il faut, se mettre lui-même en avant, n'est pas toujours se sacrifier pour tout. Ce sont des stratégies, mais lorsque il n'arrive pas vraiment à faire cela, l'idéal c'est vraiment d'aller vers un professionnel de la santé, un psychologue, pour pouvoir exprimer sa souffrance. Ce dernier pourra trouver les stratégies et les moyens adaptés pour vraiment accompagner la personne dans son processus. L'avant-dernière question est quel est le rôle de la fratrie dans ce cas? Parce qu'on se rend compte souvent que les frères, ceux qui ne sont pas aînés, ne comprennent pas, il y a des mésententes et tout. Donc, quel message est-ce que vous avez à l'endroit de la fratrie? À l'endroit de la fratrie, c'est de comprendre que l'aîné a une charge physique, émotionnelle et psychologique énorme. Il porte quasiment à lui seul les problèmes de la famille. Il faudrait que les aînés et les autres frères puissent comprendre que l'aîné n'est pas un privilégié en fait. N'est pas celui-là qui bénéficie. C'est quelqu'un qui subit et c'est lui en fait qui est rempart au sein de la famille. Donc les frères et sœurs peuvent à leur tour décharger ce dernier, que ce soit en termes de compréhension, de reconnaissance, parce que l'aîné attend beaucoup de reconnaissance. Un aîné qui vous rend un service lorsque vous êtes à ses côtés pour lui dire vraiment, j'ai compris, merci, c'est une source de satisfaction pour lui. Donc la reconnaissance pour ces derniers, pour qu'ils puissent mieux s'exprimer et mieux prendre en charge les responsabilités qui lui incombent. Mais n'est pas nécessairement aller vers l'aîné pour toutes les situations, parce qu'il y a ces situations qui peuvent être résolues par la personne elle-même, mais souvent certains dans une ambition, dans la volonté de ne pas résoudre eux-mêmes leurs soucis, préfèrent tendre la main à l'aîné pour que ces derniers soient celui-là qui va résoudre leurs soucis à eux tous. D'accord. Voilà. Et enfin, la dernière question. Okay. Quel message est-ce que vous avez à l'endroit de ces aînés-là qui nous regardent actuellement et qui se reconnaissent dans ce que vous venez de dire? Être aîné, c'est un privilège. C'est un privilège, mais cela nécessite qu'on puisse prendre du recul. Dire non n'a jamais tué quelqu'un. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Bien au contraire, ça fait de vous une personne affirmée qui sait mettre des limites et qui connaît ses ressources. Lorsque la pression devient excessive, lorsque la sollicitation va au-delà de vos aptitudes, de vos capacités, il faut savoir mettre des barrières. Lorsque également, dans votre rôle d'aîné, vous sentez que vous n'arrivez plus à vous occuper de vous-même, il faut prendre un recul. Quitte à consulter un spécialiste ou bien une rencontre familiale pour un peu décharger les charges, tout cela peut également se faire. Mais l'aîné à lui seul, vous ne devez pas porter tout le poids parce que sur le long terme, vous risquez de ne pas tenir en fait. D'accord. Merci, Monsieur Dakio, pour toutes ces réponses.
Merci à vous pour l'occasion que vous nous donnez à nous, psychologues, de pouvoir nous exprimer sur cette question. Sûrement, il y aura d'autres occasions pour mieux développer la Inch'Allah. thématique. Et à vous, chers téléspectateurs, on ne choisit pas d'être l'aîné, mais on peut choisir un jour de ne plus tout porter seul. À tous ceux qui se reconnaissent dans ce rôle, rappelez-vous que vous avez le droit d'exister pour vous, pas seulement pour les autres. Merci à notre invité pour cet éclairage précieux et à vous pour votre fidélité renouvelée. Et pour reprendre les mots de Victor Hugo, être bon, c'est difficile parfois. Être juste, c'est encore plus exigeant. Alors, soyons justes aussi avec nous-mêmes. Bye bye.